Coucou les addicts! Après le déchirement de l'épisode précédent, j'ai retrouvé celui-ci avec un soulagement que je ne vous cache pas. On a beaucoup pleuré ensemble la semaine dernière et voilà que la série nous ouvre la porte de la maison, nous fait asseoir à la grande table et nous laisse enfin souffler au milieu des siens. C'est un épisode qui fait du bien, un épisode où l'on reste presque tout le temps au Ridge en famille et où l'on assiste à une chose qu'on espérait depuis si longtemps qu'on avait presque cessé d'y croire. Je ne vous en dis pas plus tout de suite, mais vous voyez sans doute déjà de quoi je veux parler. Comme toujours, on va prendre le temps de tout dérouler ensemble. On commencera par le titre et la title card qui m'a longtemps intriguée, et puis mes impressions générales. Je vous confierai ensuite ma scène préférée, celle qui m'a un peu moins convaincue, avant de plonger dans 4 grands thèmes de l'épisode. Et je garderai pour la fin les promesses que la série nous laisse, à quelques marches seulement du dénouement. Installez-vous confortablement, on y va. En version originale, l'épisode s'appelle In the Forest. En français, Dans la forêt, la formule est reprise mot pour mot. La forêt dans cet épisode, ce n'est pas qu'un décor parmi d'autres, c'est le lieu où tout se noue. C'est là que Jamie entraîne sa milice à l'escarmouche, c'est là qu'il emmène William pêcher, puis chasser, et c'est donc là, sous les arbres, que se joue le moment que tout le monde attendait. La forêt devient l'espace du face-à-face, celui qu'on ne peut plus éviter une fois qu'on y est entré. On quitte la maison et ses murs protecteurs pour aller là où les choses se disent enfin. Gardez cette idée en tête parce que le titre prend tout son sens à la toute fin. Quant à la title card, je vous avoue qu'elle m'a longtemps laissé perplexe, en tout cas au premier visionnage. On y voit un petit objet que j'ai d'abord pris pour un piège, un collet. Vous savez, c'est lacet qu'on tend pour attraper le petit gibier comme les lapins. Et je me disais, tiens, un piège, voilà qui annonce des personnages pris au filet. Sauf qu'en fait, je me trompais complètement. Parce que, après vérification, il s'agit en réalité d'une mouche de pêche, de ce petit art minutieux qu'on appelle le montage de mouche, où l'on noue du fil et des plumes autour d'un hameçon pour imiter un insecte et leurrer le poisson. Ce qui, quand on y pense, colle parfaitement à l'épisode, puisque la pêche va justement être le prétexte du premier vrai rapprochement entre Jamie et William. L'appât, la patience, l'art de ferrer au bon moment, tout est déjà là en miniature dans cette image d'ouverture. Et puis il y a une lecture que je trouve lumineuse. Monter une mouche, c'est nouer patiemment du fil autour d'un hameçon. Or, c'est exactement ce que fait cet épisode. Il renoue un à un les fils narratifs qu'on avait laissés pendre. À 2 épisodes de la fin, la série se demande quels arcs restent à boucler, et elle s'y attelle. La title card n'annonce donc pas seulement la pêche à venir, elle annonce la fonction même de l'épisode. Rassembler les fils avant le dénouement. C'est d'une grande finesse, et ça donne une clé pour tout ce qui suit. S'il fallait résumer cet épisode d'une image, je dirais que c'est un nid avant la tempête. On sait la guerre toute proche, on sent la menace qui rôde, et pourtant la série choisit de nous offrir une longue respiration familiale presque tout entière à Fraser's Ridge. Des dîners, des conversations 2 à 2 sur le porche, des enfants qui courent, des retrouvailles. C'est rare dans Outlander, ces moments de bonheur presque sans nuages, et je crois qu'il faut les savourer, d'autant plus qu'on devine ce qui approche. Un mot sur la signature de l'épisode, parce qu'elle a de quoi émouvoir les fidèles de la première heure. Cet épisode est écrit par Ronald D. Moore, le tout premier showrunner de la série, celui qui l'a porté sur les fonds baptismaux et l'a mené pendant ses 2 premières saisons, avant de passer la main, en tout cas au niveau showrunner. Le voir revenir à la plume pour cet antépénultième épisode, c'est un joli geste, également une manière de boucler la boucle. On en a parlé entre nous en visio Patreon et l'observation m'a semblé très juste. Ron Moore a pour devise « show, don't tell ». Donc ça veut dire montrer plutôt que d'expliquer. C'est une devise qu'ont certains cinéastes. Et en fait, Ron Moore est un scénariste qui est plutôt habituellement économe en scènes d'exposition. Or ici, curieusement, c'est un peu l'inverse. L'épisode enchaîne les scènes à 2 ou 3 personnages, il condense, il pose les choses noir sur blanc comme s'il fallait tout dire en peu de temps. On sent la contrainte des épisodes qui manquent, l'envie de ne rien laisser au hasard avant la fin. Alors, soyons clairs, je ne lui fais pas de reproche, parce que l'ensemble est fluide, habité, mais le repère est intéressant, presque touchant. Pour une fois, cet auteur du montrer prend le temps de nous expliquer. Et il y a un détail de construction que je veux pointer avec vous, parce qu'il éclaire le reste de l'épisode. Cet épisode joue sur le temps qui passe. L'ouverture, avec l'enterrement de Fergus, s'enchaîne directement à la fin de l'épisode précédent. On est dans la continuité immédiate, mais très vite, un indice nous dit que les semaines, puis les mois s'écoulent, c'est le ventre de Brianna qui s'arrondit nettement au fil des scènes.
C'est discret, c'est élégant, et c'est ce qui permet à l'épisode de couvrir toute une période de préparation sans jamais nous le dire explicitement. On avance vers la bataille au rythme d'une grossesse. Côté interprétation, je vais le dire franchement, tout le casting est à un niveau que je trouve exceptionnel, comme si chacun donnait le meilleur de sa vie de comédien pour ces derniers épisodes, et je l'avais déjà dit, je crois, pour l'épisode précédent. Et je veux m'arrêter sur Charles van der Vaart qui joue William. Il a une scène de maladresse absolument délicieuse où son personnage cherche à retenir Jamie et s'en mêle dans ses propres mots, répétant qu'on va chasser dans la forêt, comme un garçon qui ne sait pas comment inviter son père à passer un moment avec lui. C'est drôle, c'est touchant, et ça demande un vrai sens du timing pour que la gêne reste attachante sans virer au ridicule. Et là, je trouve que Charles le tient parfaitement. Et puis, je veux aussi saluer un plan qui m'a coupé le souffle. L'arrivée de William à cheval, filmé au drone avec la maison qui se découpe au loin dans le paysage. Franchement, ça, je pourrais me le repasser en boucle. La saison nous a habitués à cette beauté-là, hein, mais celui-ci vraiment est une petite merveille de composition. Et puis tendez l'oreille aussi sur ce plan parce que Bear McCreary y glisse une petite finesse. Le thème de William y est joué au violoncelle, donc à cet instrument grave pour représenter l'homme qu'il est devenu. Gardez ça en tête parce que la musique va rejouer ce motif différemment, un peu plus loin, et je vais vous en reparler. Une chose m'a frappée en revoyant l'épisode, et elle vaut pour toute la saison, on est presque tout le temps dehors. Il n'y a guère que l'ordination de Roger et les scènes avec Fanny qui se passent à l'intérieur, tout le reste respire au grand air, dans les prés, sous les arbres, bon, ce qui colle d'ailleurs parfaitement au titre. Hein. Et je crois que ça tient beaucoup aux conditions de tournage. Cette dernière saison a été filmée en Écosse au printemps et en été 2024, et ça se voit, cette lumière franche, ces verts éclatants. Il en résulte une vraie sensation de déconfinement, d'ouverture, très différente des épisodes plus resserrés et plus sombres qu'on a pu connaître par le passé. Et je pense à cette horrible saison 6, au niveau de l'atmosphère, hein, bien sûr. Horrible, pas parce que je la déteste. Hein. On respire avec les personnages, et c'est sans doute pour ça aussi que l'épisode fait tant de bien. Mon top cette fois ne surprendra personne et je ne vais pas jouer les cachetières, c'est la réconciliation entre Jamie et William, cette scène de chasse dans la forêt que les fans attendaient depuis des saisons entières. Elle m'a tiré des larmes que je n'ai pas cherché à retenir et elle justifierait à elle toute seule tout l'épisode. Je ne vous la déroule pas tout de suite parce qu'elle est l'aboutissement de tout un cheminement et c'est dans le premier grand thème, celui des pères et des fils, que je vais la détailler comme elle le mérite. Mais voilà, je tenais à la nommer dans mon top. Parce que c'est cette scène, sans la moindre hésitation, qui fait de cet épisode dans la forêt un épisode que je n'oublierai pas et qui sera assez facile à flaguer. Puisqu'il faut bien trouver un grain de sable, je l'ai repéré du côté de Buck et de son récit. On apprend dans une scène où il aiguise les lames avec Roger tout ce qu'il a fait pendant son absence. Et il y a là-dedans un moment qui m'a laissé un peu sur ma faim. La manière dont il liquide Rob Cameron. Souvenez-vous, Rob Cameron, c'était cette menace qui pesait depuis un moment, l'homme qui savait pour les pierres et le voyage dans le temps. Donc Buck le retrouve en 1980 sur le départ, prêt à traverser, et hop, il le tue en moins de 2 minutes, sans un mot, sans un échange. D'ailleurs, remarquez bien, hein, un détail qui en dit long, Chris Fulton, le comédien qui incarne Rob Cameron, n'a même pas une seule ligne de dialogue dans cette scène. On le supprime, point à la ligne, l'affaire est réglée, on récupère la sacoche, le chapeau, et on passe à autre chose. Alors, je comprends la logique. Il fallait solder cette intrigue, et la série n'avait sans doute pas le temps de s'y attarder à 2 épisodes de la fin. Et tout de même, voilà un personnage qui nous a inquiétés, qui incarnait un vrai danger pour Roger et Brianna, celui qui a fait qu'ils ont quitté le XXe siècle. Et il sort de scène par la petite porte, expédié en une poignée de secondes. J'aurais aimé un peu plus de poids, ne serait-ce qu'un dernier regard, une dernière réplique. Là, c'est net, c'est efficace, mais c'est un peu frustrant. Une menace qu'on avait bâtie patiemment, de mon point de vue, mérite mieux qu'une sortie aussi facile. Alors maintenant, entrons dans le cœur de l'épisode. Je vous propose de le lire à travers 4 grands thèmes qui se répondent d'un bout à l'autre. Le premier, je l'ai appelé « Père de cœur, père de sang ». Bien sûr, c'est le grand thème de l'épisode, celui qui irrigue presque toutes les scènes importantes. Qu'est-ce qui fait un père dans Outlander? Le sang ou le lien qu'on choisit? Et alors, je vais l'assumer franchement avec vous, je vous parle de ça presque à chaque décryptage de cette saison, et puis même depuis des saisons plus anciennes.
Ce n'est pas que je me répète, c'est que la série, elle, ne cesse d'y revenir parce que c'est sans doute un des sujets les plus profonds. Alors oui, on y retourne encore une fois, et je vous promets que cet épisode le pousse plus loin et plus haut que jamais. Tout commence dès l'ouverture au pied de la tombe de Fergus. Marsali et Jamie s'y retrouvent et la conversation glisse vers cet héritage du comte de Saint-Germain que Marsali hésite à accepter. Elle sait que Fergus n'en voulait pas, et pas seulement par méfiance politique. Elle sait que pour lui, prendre cet argent, c'était reconnaître qu'il était le fils biologique du comte, alors que ce qui comptait par-dessus tout pour Fergus, c'était d'être le fils de Jamie. Et Jamie le lui confirme dans des mots magnifiques. Fergus était son fils, pas de son sang, mais de son cœur, et pour toujours, par-delà même la mort. Il y a même au détour de l'échange une pointe d'humour tendre quand ils évoquent ce que Jamie a bel et bien légué à Fergus à défaut du sang, son fichu caractère. Et Marsali, dans cette scène, se révèle une vraie guerrière de la trempe de Jamie. En choisissant de reprendre l'imprimerie et de continuer le combat de Fergus, elle le dit dans des mots qui pourraient être ceux de son beau-père. Elle veut se battre pour quelque chose qui compte. Cette femme-là ne subit pas son deuil, elle en fait un moteur. Lauren Line et Sam Yuan sont bouleversants dans cette scène. L'émotion est à fleur de peau et le décor, cette petite hauteur qui ouvre sur la vallée, donne à leur adieu une ampleur qui serre la gorge. D'ailleurs, si on enchaîne les 2 épisodes d'affilée, comme beaucoup d'entre nous et comme je l'ai fait là pour mon revisionnage, je trouve que l'effet est redoublé. On n'a pas encore séché nos larmes de l'épisode 7 qu'on est déjà assommé par cette ouverture devant le cairn de Fergus. Et quand Marsali reste seule et parle à Fergus, quand elle lui annonce qu'elle porte encore un enfant de lui, on tient là l'un des plus beaux moments de la saison. Ce couple va terriblement nous manquer. Et regardez comme l'épisode fait rimer les choses. Au moment même où l'on dit adieu à un fils de cœur, Fergus, on en accueille un autre qui revient, William. Le parallèle est limpide, presque trop beau. Fergus refusait le comte pour rester le fils de Jamie, et voilà William qui, à l'inverse, refuse Jamie, son père de sang, parce qu'il lui en veut d'avoir surgi trop tard dans sa vie. 2 garçons, 2 paternités choisies, l'une qu'on embrasse et l'autre qu'on repousse, pour l'instant. C'est la même question prise par ces 2 bouts. Cette tension, l'épisode la met en scène magnifiquement dès l'arrivée de William au Ridge, et c'est une scène qui mérite que je m'y arrête, tant je trouve que tout est dit sans être dit. William est accueilli chaleureusement par Claire et Fanny d'abord, puis Jamie sort sur le pas de la porte, très ouvert, heureux de le voir. Et là, un détail terrible. Chaque fois que William a une question, il se tourne vers Claire, jamais vers Jamie, ostensiblement. Jamie lui répond à la place de Claire, tend la perche, se rend disponible, mais William continue d'ignorer comme interlocuteur jusqu'à demander où est Brianna. Et Jamie comprend en une seconde que ce n'est pas pour lui que son fils est venu. Tout le malaise, tout le chemin qui reste à parcourir, tient dans cette petite chorégraphie des regards et des adresses. On s'accueille en surface, on s'évite en profondeur. Car si William est venu, c'est ce qu'il dit, c'est pour Brianna. Et ce lien-là mérite aussi qu'on s'y arrête parce qu'il est devenu l'un des plus beaux de cette saison. Brianna est la confidente de William, sa véritable sœur, sage et rassurante, celle vers qui il se tourne quand tout vacille. Il le lui dit d'ailleurs, elle est la seule de sa famille à ne lui avoir jamais menti. Et dans cette scène très douce sur le porche, il lui confie sa déception et son besoin de souffler, et elle l'accueille sans le juger avec cette bienveillance tranquille qu'on lui connaît. Face à un William qui se méfie de la magie et de tout le reste, Brianna reste ce point fixe et cette parole vraie. Et ça compte parce que c'est en partie ce qui va lui permettre ensuite de baisser la garde avec Jamie. Et il y a un autre père dans cet épisode, et pas des moindres, c'est Frank. Vous vous souvenez que je vous avais parlé la dernière fois de cette idée que le livre de Frank pouvait être une forme de protection plutôt qu'une attaque? Eh bien cet épisode confirme cette hypothèse et va plus loin. Tout part d'un détail, presque rien. Roger relève que Brianna, enfant, était surnommée tireuse d'élite par Frank, et ce surnom, c'est justement celui de la dédicace du livre de Frank. Et le déclic se fait à ce moment-là. Jamie et Claire reconsidèrent ce fameux livre et comprennent enfin son attention. Frank l'a écrit pour Brianna, pour la prévenir, pour lui apprendre à survivre dans le passé, pour tout mettre en œuvre afin que Jamie, lui, ne meure pas et puisse continuer de veiller sur elle. Et Jamie révèle alors une chose bouleversante. Pendant toutes leurs années de séparation, il priait pour Frank parce qu'il savait que cet homme-là, et lui seul, pouvait protéger Claire et leur fille. On est très loin de la rivalité d'autrefois. 2 hommes qui ont aimé la même femme et la même enfant, et qui chacun à sa manière
À travers le temps, on veillait sur elle, au pluriel. C'est d'une grande maturité et ça donne à Frank, ce personnage souvent mal aimé, une lumière nouvelle et très douce. Et en prenant un peu de hauteur, on mesure à quel point cette question traverse la saga. Outlander est une grande histoire de pères qui n'ont pas transmis leur sang, mais tout le reste. Frank a aimé et protégé Brianna. Jamie a fait de Fergus, l'enfant voleur des rues de Paris, son fils à part entière. Lord John a élevé William comme le sien. Le révérend Wakefield avant eux avait recueilli Roger orphelin. Cet épisode ne fait pas qu'ajouter une pierre à cet édifice, il le met en pleine lumière, en refermant l'arc d'un fils et en rouvrant celui d'un autre dans le même souffle. Et puis il y a Claire qui endosse dans cet épisode le rôle de figure maternelle pour William, une fois de plus. Quand le garçon blessé veut repartir sur un coup de tête, c'est elle qui sort le raisonner. Alors elle ne le retient pas de force, elle le fait réfléchir. Elle lui met devant les yeux une évidence qu'il ne veut pas voir. La guerre approche, Jamie va y aller, et cette dispute pourrait bien être la dernière image qu'il gardera de son père. Est-ce vraiment ainsi qu'il veut le quitter? C'est fait avec fermeté et douceur à la fois, et j'aime beaucoup cette Claire-là, celle qui orchestre les retrouvailles en coulisses, sans jamais forcer la main de personne. On lui doit en grande partie ce qui va suivre. Et la scène se referme sur une image qui dit tout sans un mot. William, resté seul, aperçoit au loin Jamie, qui hisse la petite Mandy sur son poney. Ceux qui ont vu la série plusieurs fois reconnaîtront aussitôt le geste. C'est exactement ce que Jamie faisait avec William enfant à Elwater. Et c'est là que la musique se rejoue à son tour, comme je vous l'avais annoncé. Le thème de William, qu'on entendait au violoncelle au début, revient cette fois au bois, aux instruments légers de l'enfance. Toute la blessure du petit garçon qu'on a abandonné remonte d'un coup, portée par une simple couleur d'orchestre. Bear McCreary travaille ici en orfèvre, et ce genre de détail, mine de rien, fait une partie du chemin émotionnel à notre place. Et restait le plus difficile, amener William et Jamie à se parler vraiment. Et l'épisode s'y prend en deux temps, deux parties de campagne. La première, c'est une partie de pêche, et je la trouve très bien pensée. Les deux hommes se tiennent à distance l'un de l'autre, au bord de l'eau, et cet éloignement physique dit exactement où ils en sont. Cette distance qu'ils n'arrivent pas encore à franchir. Ça tourne court. William repart fâché. Petit clin d'œil au passage, Charles van der Wart confiait à la Lancôme de Paris, en avril dernier, que sa scène préférée de toute la saison se passait justement dans l'eau. À l'époque, on n'avait pas encore vu l'épisode, mais maintenant qu'on l'a vu, on sait à quelle scène il faisait référence. La seconde tentative, c'est la chasse, et c'est la bonne. Là, dans la forêt, après que Jamie a abattu un cerf et récité sa prière, William finit par tout dire. L'admiration qu'il avait, enfant, pour ce palefrenier dont il ignorait qu'il était son père, ce désir de lui ressembler en grandissant, et la douleur de l'avoir vu partir un jour sans se retourner. Et Jamie, bouleversé, lui explique enfin pourquoi il n'a jamais pu réclamer cette paternité au grand jour, le devoir, l'honneur et surtout la protection de William qui n'aurait pas pu vivre la vie qu'il a connue en restant l'enfant anonyme du comte Ellesmere. Et puis William prononce les mots qu'on n'espérait plus, ceux qui renversent tout. Il dit à Jamie qu'il est son fils. « I am your son ». Alors c'est sur un ton un peu fâché sur le coup, mais mesurez le chemin parcouru. Dans l'épisode précédent, ce même garçon jetait à Lord John qu'il n'avait pas de père, et d'une semaine à l'autre, « je n'ai pas de père » devient « je suis ton fils ». Toute la bascule de William tient dans ce renversement et c'est d'une justesse qui donne le vertige. Alors William se jette dans les bras de Jamie et sanglote comme un petit garçon. Jamie serre enfin contre lui ce fils qu'il attendait depuis si longtemps. Je vous l'avais dit, cette scène m'a mise totalement en larmes. Elle est le cœur battant de l'épisode, l'aboutissement de tout ce fil narratif. Un mot avant de refermer ce thème, et c'est plus un regret à l'échelle de la saison qu'un reproche à l'épisode. J'aime la Claire qu'on nous montre ici, la figure maternelle qui apaise, la femme qui pèse en coulisses, mais cela fait plusieurs épisodes que je la vois surtout en soutien, présente quand il faut, juste quand il faut, sans jamais porter d'intrigue qui soit vraiment la sienne. Elle laisse entendre dans une scène qu'elle a appris la chirurgie et qu'elle pourrait s'en servir pour sauver Jamie, et j'espère de tout cœur que la série va rouvrir cette porte-là. Parce que Claire, c'est quand même le point central d'Outlander depuis le tout premier épisode, et j'aimerais la retrouver une dernière fois complètement dans la lumière. Je vous le dis honnêtement, ça commence à me manquer. Le deuxième thème est plus discret, mais il court sur tout l'épisode et il se cristallise autour de la petite Fanny. Il s'agit de la foi mise à l'épreuve. Fanny ne va pas bien, elle porte encore le deuil de sa sœur Jane, et voilà que des garçons du village qui ont lu le pamphlet racontant l'histoire de Jane
colporte que sa sœur brûle en enfer parce qu'elle était une meurtrière et qu'elle a mis fin à ses jours. Pour une enfant déjà fragile, c'est un véritable poison. Fanny se met à douter de tout, de Dieu, de ce qui est écrit dans la Bible, de la place qu'on réserve à ceux qu'on aime. Et cette crise arrive pile au moment où le Ridge s'apprête à célébrer l'ordination de Roger, où les questions de foi sont donc partout dans l'air. Ce que j'aime, c'est la manière dont l'épisode oppose deux visions de la foi. D'un côté, celle des garçons du village, une foi de jugement, de damnation, qui trie les âmes et condamne. Et de l'autre, celle que Rachel offre à Fanny, une foi de miséricorde qui rappelle que la Bible parle aussi, et beaucoup, du pardon et de la clémence de Dieu. Rachel ne balaie pas l'angoisse de la petite, elle lui ouvre une autre porte et l'encourage à aller en parler à Roger. C'est doux, c'est juste et ça prépare quelque chose de plus grand. Ce thème culmine autour de l'ordination de Roger. Pendant la cérémonie, une image nous interpelle. Fanny s'approche, entr'ouvre la porte et repart sans entrer. Elle ne peut pas, dira-t-elle plus loin, être dans un endroit où sa sœur ne serait pas la bienvenue. Tout est là dans cette fidélité d'enfant à celle qu'on lui a arrachée. Ce seuil qu'elle ne franchit pas, c'est la frontière entre une foi qui condamne et une petite fille qui refuse d'abandonner sa sœur. Et c'est là que Roger devient grand. Il vient la trouver dans sa chambre où elle compose un bouquet et cette conversation est pour moi l'un des sommets discrets de l'épisode. Un peu derrière William et Jamie. Fanny voudrait qu'il lui garantisse que Jane est auprès de Dieu, maintenant qu'il est pasteur, et Roger fait exactement l'inverse de ce qu'on attendrait d'un homme d'église. Il lui explique que les règles de l'église sont faites par les hommes, qu'elles ne sont pas la parole directe de Dieu, et il lui montre que là où les catholiques voient dans le suicide un péché mortel, les presbytériens, eux, ne le voient pas du tout ainsi. Et puis il lui dit cette chose splendide. Lui, pasteur, n'a pas plus de légitimité qu'elle pour poser la question à Dieu. Alors qu'elle la lui pose elle-même directement. Il ne lui délivre pas une réponse, il lui apprend à chercher. C'est une foi personnelle, vivante, sans dogme, et Richard Rankin la joue avec une émotion contenue avant de s'en tirer par une petite pirouette qui fait enfin sourire Fanny. Un sourire qu'on n'avait pas vu depuis longtemps sur ce visage. À une époque où on associe si souvent la religion au jugement, ce Roger-là guide au lieu de juger, et je trouve ça assez précieux et je trouve qu'on a beaucoup à apprendre de lui. Reste un dernier mystère que ce thème ne résout pas et qui bascule ailleurs, car après cette conversation, Fanny retourne au cairn de sa sœur et c'est là que tout va changer. Mais ça, je vous le garde pour le quatrième thème. Mon troisième thème, cette guerre qui arrive, parce que sous la douceur familiale, l'épisode n'oublie jamais que la guerre est proche et il installe doucement, patiemment, tout ce qui va servir à l'affronter. Il y a cette très belle séquence de montage d'une minute environ, introduite par la voix de Franck. Et puis tenez, cette voix qu'on a entendue tout au long de la saison m'a paru cette fois beaucoup plus apaisée, presque bienveillante. Et je crois qu'il faut l'entendre pour ce qu'elle est vraiment. Cette voix de Franck, je l'ai déjà dit, c'était ma supposition la première fois qu'on l'a entendue. En fait, c'est pas Franck qui nous parlerait depuis l'au-delà, c'est une projection de la pensée de Jamie, sa façon à lui d'entendre ces mots au fond de sa tête. Or, Jamie vient précisément de comprendre que le livre de Franck n'était pas une menace, mais une manière de le préparer et de le protéger. Alors forcément, la voix qu'il se figure change de couleur, elle s'adoucit. Elle lui dit qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps pour se préparer, comme un avertissement affectueux plutôt qu'une sentence. Et sur ces mots, on voit tout le Ridge se transformer en camp d'entraînement. Jamie qui apprend le lancer de couteau, Buck qui aide à former les hommes au corps à corps, Brianna qui fond du plomb pour les munitions et qui dessine des plans d'armes. La famille se mue en unité, prête au combat, et le tout baigne dans la forêt, encore elle. Il y a dans ces scènes de préparation une liberté de ton que j'adore. Réfléchissez un instant. Autour de Jamie, il y a désormais 3 voyageurs du temps. Roger, Brianna et Buck, et Jamie lui-même qui sait tout de leurs allers-retours. Résultat, ils peuvent parler du futur à ciel ouvert, à évoquer le livre de Franck, des armes qui n'existent pas encore, des événements qui ne se sont pas produits à leur époque, sans jamais avoir à baisser la voix. Cette complicité de gens qui partagent le plus grand des secrets donne à ces moments une saveur particulière, presque joyeuse. On les sent parfaitement à l'aise entre eux, dans une bulle que personne d'autre ne peut vraiment percer. Brianna, justement, tient dans cet épisode un rôle qui la met magnifiquement en valeur. Elle dévoile sa fameuse surprise, une version personnelle du fusil à chargement rapide qu'elle a modifié elle-même, et puis il s'ensuit une petite compétition de tir avec Jamie, pleine de complicité.
Elle est redoutable et Jamie, loin d'en prendre ombrage, est fier de sa fille et parfaitement conscient de l'avantage que ça pourra donner à ses hommes. On retrouve là l'ingénieur qu'on connaît depuis plusieurs saisons, celle qui apporte sa modernité au XVIIIe siècle, et je trouve que ça lui offre un très joli terrain de jeu. Je vous signale d'ailleurs pour les lectrices que l'idée de ce fusil vient bien des romans, même si, soyons honnêtes, l'imaginer construire seule une arme aussi perfectionnée demande de mettre de côté toute forme d'incrédulité. Mais l'énergie de la scène emporte le morceau, et la menace, elle, se rapproche et prend un visage. Dans la forêt, pendant que Jamie entraîne sa milice, on voit arriver Aaron Whittaker, ce personnage qu'on avait vu au tout début de la saison également, et qui vient prévenir Jamie que Ferguson approche, qu'il a déjà brûlé un visage entier parce que les hommes refusaient de rejoindre sa troupe. Aaron Whittaker et les siens ont mis leur famille à l'abri et proposent de rejoindre Jamie. La guerre n'est plus une abstraction, elle avance, elle brûle, elle recrute de force. Et je glisse au passage une réplique qui m'a beaucoup plu quand William se présente à Aaron en disant « Je suis votre obligé » et qu'Aaron lui répond du tac au tac « Ça m'étonnerait ». La tête blasée de William à cet instant vaut son pesant d'or et cette petite pique en dit long, sans en avoir l'air, sur les distances sociales de l'époque. Et pourtant, alors, je reparle de Ferguson parce que ce grand adversaire de Jamie, on ne l'a toujours pas vu. On parle de lui, il brûle des villages, il enrôle de force, il terrifie, mais il reste pour l'instant un nom, un antagonisme fantôme en quelque sorte. À 2 épisodes de la fin, c'est un pari audacieux et je me demande bien comment la série compte lui donner un visage et un poids dramatique en si peu de temps. Il y a enfin un écho, une conversation entre Jamie et Claire que je veux vous rapporter parce qu'elle touche au vieux vertige de la série. Claire, qui a appris la chirurgie au XXe siècle, veut croire qu'elle pourra sauver Jamie du danger qui l'attend. Et Jamie de lui rappeler doucement qu'on ne change pas le cours de l'histoire, ce à quoi Claire répond très justement que les grandes lignes, non, on ne les change pas, mais que des petites choses ici et là, ils en ont déjà changé pas mal. S'ensuit un échange plein de tendresse et d'humour, Jamie qui feint de s'inquiéter d'être, lui, une de ces petites choses insignifiantes. C'est léger, mais ça pose la vraie question de la dernière ligne droite. Jusqu'où peut-on infléchir un destin déjà écrit? Et j'en arrive au 4e thème, celui qui m'a le plus intrigué, celui qui rouvre tout à la fin la grande mythologie de la saga. Alors je vous avais promis de revenir au cairn, parce qu'après sa conversation avec Roger, Fanny va s'y recueillir, parler à sa sœur et lui demander un signe. Et le signe vient, mais pas du tout celui qu'elle attendait. En voulant ajouter une pierre au cairn, elle ramasse une pierre verte, une émeraude, qui lui brûle aussitôt la paume, puis se brise dans sa main, tandis qu'un bourdonnement l'envahit au point qu'elle se bouche les oreilles. Alors pour nous qui connaissons la série, il n'y a pas de doute possible, c'est exactement ce que ressentent les voyageurs face aux pierres, face au portail. On avait vu le petit Jeremiah réagir de la même façon, plus jeune encore, quelques saisons plus tôt. Fanny a le don. Fanny peut voyager dans le temps. Et là, tout s'éclaire d'un coup, y compris ce qu'on avait pris pour du remplissage. Car il faut se rappeler d'où vient Fanny. La série a établi que Faith, cette fille que Claire et Jamie ont cru perdue à la naissance, aurait en réalité survécu, aimé, eu une descendance, et que Fanny appartient à cette lignée. Autrement dit, le don de voyager dans le temps, ce thème, qui est au cœur même d'Outlander depuis la toute première scène, ressurgit ici sur une nouvelle génération par le sang de Claire, à l'heure précise où la saga s'apprête à tirer sa révérence. C'est vertigineux. On ne sait pas encore ce que les auteurs vont en faire, il ne reste que très peu d'épisodes, mais l'idée est belle, et elle titille tout de même furieusement notre curiosité. Le fil se tend une dernière fois vers l'infini. Cette histoire de Pierre d'ailleurs, l'épisode la creuse un petit peu ailleurs, dans le récit que Buck fait de son périple. Buck raconte qu'il a laissé les pierres choisir à sa place, qu'il a traversé sans destination précise et qu'il s'est retrouvé en 1980, juste à temps pour régler son compte à Rob Cameron, et au passage solder sa dette envers Roger. Les voilà quittes. Et ce détail m'a fait un peu cogiter. Qu'est-ce qui décide au juste de l'époque où l'on atterrit? En allant-on cru que le voyageur se concentrait sur une personne, une date pour s'orienter? Mais une question se pose. Et si les pierres pouvaient envoyer quelqu'un là où elles veulent, sans intention de sa part? La question reste ouverte et elle réveille une plus ancienne, jamais élucidée, la toute première fois que Claire a traversé en 1945. Qu'est-ce qui l'a attirée précisément en 1743? Elle ne pensait à personne, elle ne cherchait rien. J'ai le sentiment que ce mystère-là n'a pas encore sa résolution et je serais assez avide que la série y revienne avant de refermer boutique.
et on sait qu'elle va le faire. Cela dit, je vais être honnête, parce que ce film me réjouit autant qu'il m'interroge. N'arrive-t-il pas un peu tard? Je parle de la capacité de Fanny à voyager dans le temps. Ouvrir un tout nouvel enjeu de voyage dans le temps à 2 épisodes du terme, alors qu'il reste tant d'arcs à refermer et que Claire, elle, attend toujours un vrai rôle, ça pose question. Cette place qu'on donne soudain à Fanny, on est en droit de se demander à qui elle la prend. Et une hypothèse me traverse. Et si tout cela ne visait pas la fin de cette saison, mais un ailleurs, un prolongement, peut-être un futur spin-off? La série a bien assez de personnages et de fils pour rebondir au-delà de son terme. Alors j'ai pas la réponse à l'heure où je vous parle, mais je pose la question parce qu'elle me semble légitime et parce que ce serait une façon élégante de ne pas tout à fait refermer la porte. Comme toujours, l'épisode laisse derrière lui quelques promesses que la série devra tenir et il ne lui reste plus beaucoup de temps pour ça. Du côté de Lord John, justement, l'épisode nous offre une scène que j'ai adorée pour sa double lecture. Vous savez, ce genre de scène qui dit une chose en surface et une autre en dessous. Amaranthus s'inquiète de ne plus avoir de nouvelles de William et se reproche de l'avoir fait fuir à cause de ses mensonges. Alors John la rassure, William est droit, intègre, mais il est aussi capable de compassion et il l'espère de miséricorde. En apparence, il parle d'elle et de ses mensonges à elle. En réalité, il parle de lui-même. Car nous, on sait ce qu'Amaranthus ignore. Si William est parti, c'est surtout parce qu'il a découvert l'homosexualité de John et parce que John lui a caché tant de choses, son vrai père, sa propre nature. Cet homme qui plaide pour le pardon plaide en secret pour le sien. C'est de la très belle écriture et ça pose tout en délicatesse la question qui hante ce personnage. Sera-t-il pardonné? Le plus urgent ensuite, c'est le sort de Lord John lui-même. On l'a un peu perdu de vue ces derniers temps, mais son intrigue revient sur le devant de la scène et se referme sur un véritable cliffhanger. Percy Beauchamp lui fait savoir qu'il a retrouvé la trace de Richardson, cet homme que John traquait, et l'invite à le rejoindre dans son bureau. Sauf que c'est un piège, Richardson est là et John se fait assommer. L'épisode s'arrête net là-dessus et nous laisse dans l'angoisse. Que va-t-on faire de Lord John? Je crois qu'on a vraiment raison de s'inquiéter pour lui à ce stade. Alors je vous dois quand même une petite réserve sur ce cliffhanger et elle ne vient pas que de moi. Plusieurs personnes qui ne lisent pas les romans m'ont écrit après l'épisode avec cette même question. Mais au fond, c'est qui ce Richardson? Et ces personnes ont raison de la poser, parce qu'à force de le tenir dans l'ombre, la série n'a jamais vraiment ancré ce personnage ni rendu ses intentions limpides pour qui n'a pas les livres en tête. Alors nous les addicts, on relit les fils parce qu'on décortique tout et puis parce qu'on parle de la série sans arrêt. Richardson, on l'a découvert dans la saison 7, on en a beaucoup parlé. Mais ce cliffhanger perd un peu de sa force parce qu'une partie du public ne sait pas trop de qui ni de quoi on doit avoir peur. Donc voilà pour le point Lord John qui sera sans doute développé dans les épisodes suivants. J'ai envie de parler aussi de Marsali, parce qu'on se demande si on ne vient pas tout simplement de lui dire au revoir. En acceptant l'héritage pour reconstruire l'imprimerie et servir la cause, elle se dessine un avenir qui pourrait bien l'éloigner du récit. J'espère me tromper à ce stade, mais j'ai bien senti après cet épisode qu'on la reverrait sans doute pas. Et puis bien sûr, il y a Fanny et son don, cette porte que l'épisode entr'ouvre dans ses toutes dernières minutes, et la guerre qui approche avec Ferguson qui brûle les villages, et Jamie qui rassemble sa milice sous les arbres. Faites le compte avec moi, le sort de Lord John, le pardon que William accordera ou non, le don de Fanny, l'avenir de Marsali et de son imprimerie, la bataille qui vient et son antagoniste qu'on n'a pas encore vu. Ça fait beaucoup de fils pour 2 petits épisodes, et c'est très exactement ce qui inquiète une partie du fandom au moment de la diffusion, cette peur que la série ne parvienne pas à tout nouer proprement ou qu'elle doive tout précipiter. Je partage un peu cette crainte à ce stade, je vous l'avoue, mais comme toujours, je fais confiance et on verra bien où la pêche nous mène. Un mot rapide pour les lectrices et je serai brève parce que cet épisode, contrairement au précédent, doit très peu au livre. L'essentiel de ce qu'on y voit, c'est du matériau original écrit pour la série. Alors, l'idée du fusil de Brianna existe dans les romans et l'émeraude de Fanny fait un clin d'œil au dernier tome, le tome 9, même si la série détourne complètement la fonction. Mais dans l'ensemble, on est ici sur une écriture qui vole de ses propres ailes, ce qui est normal pour une fin de série qui n'a plus de livre à suivre. Alors je ne vais pas vous refaire tout le débat de la fidélité au canon, on en a déjà longuement parlé la dernière fois. Je constate simplement que cette fois, la série trace sa route et qu'elle le fait plutôt d'une très jolie manière.
En refermant l'épisode, je repense à ce titre, Dans la forêt, et je le trouve plus juste qu'il n'en a l'air. La forêt, c'est l'endroit où l'on sort de la maison pour aller dire ce qu'on n'arrivait pas à dire entre quatre murs. C'est là que Jamie et William se retrouvent enfin, après tant de détours et de fuites, et c'est là que se répare une blessure qu'on croyait sans remède. Mais la forêt, c'est aussi l'endroit où l'on aiguise les armes, où l'on entraîne les hommes, où la guerre se prépare en silence. Le même lieu abrite la tendresse et la menace, les retrouvailles et l'orage qui vient. C'est tout l'épisode qui tient dans cette ambivalence. Et si je prends un peu de recul, je vois se dessiner une grande boucle, celle d'une série qui revient à ses origines pour se refermer. Souvenez-vous, à Culloden, Jamie confiait Claire à Frank pour la sauver. Ici, c'est Frank qui, à travers son livre, prépare Claire à sauver Jamie. D'un bout à l'autre du temps, deux hommes qui se relaient pour protéger la même femme et la même enfant. Le passé tend la main au futur et le cercle se complète. C'est peut-être ça, au fond, que raconte cette fin de série, non pas une ligne qui s'achève, mais un cercle qui se referme. Une boucle. C'est un épisode refuge, une parenthèse de bonheur familial qu'on savoure, d'autant mieux qu'on la sait fragile. On y enterre un fils et on en retrouve un autre. On y voit une petite fille héritée sans le savoir encore du plus grand secret de la saga, et on y sent, sous chaque sourire, le compte à rebours qui s'accélère. Moi, il m'a apaisé autant qu'il m'a ému, et je suis sortie de là, le cœur rempli. Dites-moi en commentaire ce que cet épisode a réveillé en vous. Cette scène tant attendue vous a-t-elle autant ému que moi? Êtes-vous comme moi sous le charme de ce moment de calme familial, ou est-ce que vous auriez préféré qu'on avance plus vite vers le dénouement à si peu d'épisodes de la fin? Je suis très curieuse de vous lire et on n'aura sans doute pas toutes le même ressenti, mais c'est très bien comme ça. Et si vous voulez prolonger l'épisode, vous savez qu'on se retrouve sur mon Patreon, notre petit refuge où la passion ne retombe jamais. Vous y trouverez des interviews et des vidéos que je sous-titre en français, celles qu'on ne trouve nulle part ailleurs, nos visios, nos échanges et l'avant-première de ces décryptages, sans publicité. C'est là que vit vraiment notre communauté d'addicts et vous y êtes les bienvenus, tout est dans la description. Si ce décryptage vous a accompagné, vous connaissez la petite musique qui m'aide bien, un petit pouce, un partage à un ami ou une amie qui aime Outlander autant que nous, et c'est notre famille qui s'agrandit. Merci du fond du cœur à celles et ceux qui le font. De nombreuses personnes se sont abonnées depuis quelques semaines, ça me touche énormément. J'ai une pensée toute particulière enfin pour mes addicts officiels sur Patreon, qui par leur contribution rendent tout ce travail possible. Un très grand merci à vous tous. On se retrouve très vite pour le décryptage de l'épisode 9. D'ici là, prenez soin de vous.